Donc, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. On va parler de programmation concurrente pendant une partie de la matinée, si ce n'est à peu près toute la matinée. J'ai appelé cette conférence de Runnable à Synchronized, de Runnable et Synchronized jusqu'à Parallel et Atomically. Pourquoi ? Parce que Runnable et Synchronized, c'est du JDK 1 ou 1.1, c'est-à-dire quelque chose qui a été conçu en 95. Parallèle, c'est du JDK 8. Le JDK 8, on ne l'a pas encore. On l'aura dans un peu plus d'un an et demi à peu près. 95 pour le JDK 1, 2013 pour le JDK 8. Donc ce que je voudrais faire, c'est un peu non pas une espèce de catalogue historique un peu fastidieux et un peu ennuyeux, mais plutôt une mise en perspective de l'évolution de la programmation concurrente quasiment depuis le début de Java. Comment cette programmation concurrente a évolué en fonction de la structure des processeurs, qui elle a vraiment changé du tout au tout. Et comment est-ce que tous ces changements, à la fois des processeurs, des langages et des API, ont un impact sur notre travail de développeur et sur la façon dont on développe des applications. Je suis José Pomar, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13. Si vous ne savez pas où c'est, vous regardez sur le petit cahier du conférencier, un endroit où vous avez marqué Java 8. Paris 13, c'est là. C'est à l'endroit où il y a marqué Java 8, au nord de Paris. J'ai un doctorat en mathématiques appliquées et en informatique, que j'ai fait il y a une quinzaine d'années. Je travaille également en indépendant. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on puisse enseigner des choses sans les pratiquer soi-même. Donc j'essaie d'appliquer ce principe à moi-même. Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. J'ai écrit mon premier programme sur cette machine, une TI-57. Merci Wikipédia de conserver ces vieilles photos. En 1980. Ça fait quelqu'un de moi quelqu'un d'un peu vieux. Bon, c'est comme ça. Et j'ai également écrit des programmes sur cette machine-là. Et alors, celle-là, je l'ai mise parce que, en fait, je l'ai toujours. 30 ans après, Hewlett-Packard faisait des machines il y a 30 ans qui aujourd'hui fonctionnent. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de matériel électronique, toute industrie confondue, qui fassent encore fonctionner leur matériel 30 ans après. Je ne sais pas si Hewlett-Packard a gagné beaucoup d'argent avec ce genre de choses, mais cette calculatrice fonctionne, je peux vous le prouver, je peux vous l'allumer. Et je l'ai encore utilisée ce matin au checking desk. J'ai écrit des applications en C depuis le début des années 90 et j'ai commencé à faire du Java en 96, c'est-à-dire quasiment au moment où le langage est sorti. En fait, j'étais aux États-Unis à cette époque-là. Je m'occupe depuis une petite dizaine d'années d'un projet open source qui est développé en collaboration avec le Collège de France, qui s'appelle Open Melody, qui est un projet qui permet de gérer des bases de données pour l'archéologie et l'histoire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur le lien que je vous indique. Je tiens également un blog, Java le soir. Ce blog a une fonction particulière, c'est celui de mettre mon cours en ligne, celui que je donne en N2 et en 3e année d'école d'ingénieur. Donc il y a à peu près 680 pages d'équivalent PDF qui sont en ligne sur ce blog. Et puis j'ai publié également des tutoriaux et des articles techniques, dont pas mal sur la programmation concurrente. Il y en a une petite dizaine. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez devenir le visiteur unique de Java le soir. Parce que Java le soir, c'est un site un peu particulier. Il n'y a qu'un seul visiteur pour Java le soir. Il y a une colonne dans les statistiques visiteur unique. Donc, s'il est unique, c'est qu'il est tout seul. Je suis également membre de l'association ParisJug. J'en suis le trésorier et membre du comité d'organisation d'Evox France. À ce titre, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous prendrez autant de plaisir ces 3 jours de Devox France que nous, on en a pris en tout cas à organiser cette conférence pour vous. De quoi va-t-on parler ce matin et quel est l'enjeu de ce que je vais vous raconter? L'enjeu principal, c'est, en une phrase, en une question très simple, comment tirer parti de la puissance des processeurs? L'enjeu aujourd'hui de la programmation concurrente, c'est celui-là et c'est pas un autre. Alors pour pouvoir comprendre ça, à mon avis, il faut expliquer un peu les choses. La première question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui comment cette puissance se matérialise-t-elle? Sous quelle forme est-elle disponible? Et sous quelle forme était-elle disponible il y a une dizaine d'années? Ça va nous mener un peu à expliquer comment fonctionnent les processeurs en interne et parler de leur architecture multicœur avec ces empilages de cache qui peuvent paraître compliqués. Et quelles sont les conséquences que cette architecture peut avoir sur le code que l'on écrit? Parce qu'il y a des conséquences. Les choses ne sont pas complètement décorrélées. Je voudrais vous parler également de la problématique de ce qu'on appelle les applications et les traitements dits parallèles. Alors ce terme parallèle, c'est un terme un peu galvaudé, dont le sens a changé avec le temps, donc on va voir un peu ça également. Et parler évidemment du problème central de la synchronisation des applications.
On va parler de la synchronisation en tant que telle. On va parler de STM, qui veut dire Software Transactional Memory, qui est une technique qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui est un peu à la mode en ce moment. On va parler d'acteurs aussi. On va parler d'une approche très intéressante sur laquelle sont construits les acteurs, qui est l'approche objet immutable. J'ai un système, et puis en fait, ce système, il change d'état, mais ce changement d'état se fait de façon très contingentée dans le code. Et puis on va parler également d'un point très important, des structures, ce qu'on appelle les structures concurrentes immutables, qui, à mon avis, sont un des points clés qui permettent justement la viabilité de la programmation par objet immutable. Et puis on va terminer, ça nous emmènera à la fin de cette matinée, en discutant sur les outils qui sont disponibles pour écrire des applications parallèles. Des outils qu'il y a dans Java 7. Java 7 est là depuis presque un an maintenant, donc il y a du fork join. Le parallèle array, c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans Java 7, qui est à côté, mais je vais en parler quand même, parce que c'est, à mon avis, un point important. Et puis on va parler de ce qui nous attend pour Java 8. Java 8, je vous l'ai dit, c'est demain, c'est dans 1 an et demi, donc on peut déjà commencer à s'y intéresser, à mon avis. Des lambdas, qui vont être la grande révolution de Java 8, et puis d'une méthode parallèle, qui va apparaître dans l'API collection, et qui va être, à mon avis, des grosses améliorations de Java 8. Et ça terminera en fait cette conférence. Et puis tout au long de cette conférence, je vous parlerai également d'algorithmique. L'algorithmique, c'est quelque chose qui n'a pas forcément très bonne presse chez les informaticiens. Il n'empêche qu'on ne parallélise pas un algorithme comme ça. Paralléliser un algorithme, ça ne consiste pas juste à couper les choses en petits bouts et puis à faire en sorte de distribuer ça sur les cœurs, et puis on s'imagine que ça marche comme ça. La parallélisation des algorithmes, c'est un mécanisme qui peut être extrêmement délicat, qui est très important, et qui n'est pas toujours possible. Ça, on verra ça sur des exemples assez rapidement. Le premier point, donc, je voudrais définir un peu ce que c'est que le multithreading, ce que c'était et ce que c'est devenu aujourd'hui. Et là, je voudrais tordre le cou immédiatement à une légende urbaine qui circule depuis quelque temps. J'ai une conversation avec une personnalité éminente de la communauté Java parisienne qui m'a demandé de conserver l'anonymat, donc j'ai préféré caviarder sa photo. Dans les années 65, on parlait de l'authithreading. C'est une technique qui était très utilisée, et on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui d'excellents tutoriaux sur l'authithreading. Le multithreading n'est en aucun cas le fils caché de l'authithreading. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ce sont deux notions qui sont complètement différentes, et donc j'en parlerai pas plus. Qu'est-ce que c'est que le multithread en 1995 ? En 1995, les processeurs n'ont qu'un seul cœur, et la structure de ce cœur est simple, en tout cas beaucoup plus simple qu'elle n'est aujourd'hui. Le multithread, en fait, ça consiste tout simplement à découper le temps en tranches. J'ai qu'un seul processeur, j'ai donc qu'un seul traitement qui est fait à un instant donné sur ce processeur. J'ai d'abord un thread T1 qui va s'exécuter, et puis ce thread T1, il a beaucoup calculé, le processeur va décider qu'il a suffisamment calculé, qu'il faut qu'il passe la main à ce thread T2, puis à ce thread T3, etc. En 1995, le multithreading, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que le processeur a envie de changer de contexte, c'est-à-dire de passer la main d'un thread à un autre? Il y a 3 raisons. La première, c'est ce thread a suffisamment travaillé. Comme le temps est partagé, on va donner une autre tranche de temps au thread suivant. La deuxième, c'est ce thread est en attente. En fait, il ne travaille pas vraiment. Il est sur le processeur, mais il n'utilise pas la puissance parce qu'en général, il attend des données en provenance d'une ressource qui, elle, est lente. Cette ressource, ça peut être typiquement le réseau ou le disque. À l'époque, la ressource mémoire n'était pas une ressource lente. Aujourd'hui, c'est une ressource lente, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et puis la troisième raison, c'est que ce thread, il est en attente de la fin de traitement d'un autre thread. Il arrive en entrée d'un bloc synchronisé, il ne peut pas rentrer dans ce bloc parce qu'il y a déjà un thread qui s'exécute dedans. Donc le processeur est capable de le détecter. Comme il sait que ce thread ne pourra pas avancer, il passe la main à un autre thread. Il est obligé de faire ça parce que si ce thread reste sur le processeur, il n'a absolument aucune chance de jamais obtenir le lock, étant donné que c'est un autre thread qui est en train de s'exécuter virtuellement dans ce bloc synchronisé, mais cet autre thread ne peut pas progresser puisque le processeur ne peut faire tourner qu'un seul thread à la fois. En 1995, on parle de calcul parallèle. Et le calcul parallèle, dans ces années-là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le calcul multithread. La structure des ordinateurs parallèles, la plupart des ordinateurs parallèles, c'est une structure qu'on appelle SIMD, Single Instruction Multiple Data. Ce sont des ordinateurs dans lesquels la mémoire, dans lequel le code est stocké,
et dans laquelle les données sont stockées, ces deux mémoires sont séparées, architecture qu'on appelle l'architecture de Harvard. On a tout un tas de processeurs dont la structure est en général simple. Souvent, il n'y a même pas de floating point unit dessus, il n'y a même pas de FPU. Ce sont juste des UAL. Et tous ces processeurs, on peut en avoir des dizaines, des centaines, des milliers. Tous ces processeurs vont jouer au même moment la même instruction assembleur. La même instruction assembleur. Ils partagent tous le même code. C'est pour ça qu'on appelle ça single instruction. Mais ils ont chacun accès à une portion de la mémoire donnée. Donc si je suis en train de traiter un tableau de grande taille ou une matrice de grande taille, le premier processeur va traiter les indices de 0 à 10, puis de 11 à 20, et ainsi de suite. Ces processeurs fonctionnent à vitesse maximale, en permanence. Pourquoi? Parce qu'ils ne se marchent jamais sur les pieds. Ils n'ont jamais besoin de s'échanger des données de l'un à l'autre, sauf par des mécanismes particuliers et qui sont implémentés directement de façon matérielle. Ça, cette structure SIMD, pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui a eu son heure de gloire, c'est quelque chose qui est en train d'un peu de revenir à la mode dans certaines architectures, et ça porte déjà l'idée que chaque processeur travaille sur ses propres données. Ça, c'est quelque chose qu'on va revoir dans les architectures multicœurs. Juste pour la petite histoire, il y a eu pas mal d'ordinateurs qui ont été construits sur ces architectures. Probablement vous avez tous entendu parler des Cray qui étaient plutôt populaires dans ces années-là. La société Cray existe encore, mais c'est plus exactement la même que celle d'il y a 15 ans. Des machines comme Synapse, Symfony qui a été développée en France, Maspar, Connection Machine. Tout ça, c'est les machines qu'on pouvait programmer en travaillant en région parisienne. C'est des machines qui n'étaient pas forcément connues du grand public, mais qui étaient quand même utilisées dans les applications de calcul haute performance notamment. En 1995, de quoi est-ce qu'on dispose au niveau de l'API Java pour faire du multithreading? On ne dispose pas de grand-chose. On a la classe Thread, l'interface Runnable, ça on les a toujours. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Il y a une API qui s'appelle pthread, qui est développée pour le C++ notamment. L'API Java Thread n'est pas compatible pthread, tout simplement pour une raison de chronologie. En fait, l'API Java Thread a été développée avant que les pthreads ne soient finalisés. C'est la raison pour laquelle on n'a pas cette compatibilité. Et puis on a une espèce de bizarrerie au niveau des JVM, en version 1.1. On a des JVM qui fonctionnent avec des threads dits natifs, c'est-à-dire que les threads s'adressent vraiment au système d'exploitation. Et puis des green threads, c'est des threads qui ne sortent pas de la JVM, qui sont une espèce de threads virtuels, qui fonctionnent entièrement à l'intérieur. Donc le support du multithreading est encore un peu, j'ai presque envie de dire, un peu balbutiant. Et puis on a déjà la notion de bloc synchronisé, ça on l'a toujours, et puis la notion de variable volatile. Ça, la notion de variable volatile en 95, c'est bizarre, mais on n'en avait pas vraiment besoin pour les applications. On va voir ce que c'est. Cette notion de volatilité, elle était en fait assez peu utilisée, mais elle était déjà là dans le langage. Et puis on va vivre comme ça, quasiment jusqu'en 2004. C'est-à-dire pendant 9 ans. Pendant 9 ans, on n'a quasiment pas d'évolution de cette API. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'évolution de cette API? C'est parce qu'en fait, pour développer les applications, on n'en a pas vraiment besoin. Il y en a besoin pour faire des frameworks, web, des choses comme ça, mais pour faire des traitements, on n'en a pas vraiment besoin. 2004-2005, c'est vraiment une période charnière, tant du point de vue software que du point de vue hardware. Pourquoi c'est une période charnière? Parce que c'est ce qu'on appelle la fin de la soupe gratuite. D'abord, les cœurs des processeurs ont une structure qui devient beaucoup plus complexe, et ensuite, c'est la généralisation de l'utilisation des processeurs multicœurs. Quand je suis en 2000 et que je veux augmenter la capacité de mon application à traiter des données, donc c'est performance, on peut dire ça comme ça, la seule chose dont j'ai besoin, c'est pas d'intelligence, c'est pas de capacité de travail, c'est de patience. Si je suis patient, je prends mon application, j'attends un an, Pentium 100, 200, 400, je la pose sur un autre serveur plus rapide, et ma capacité de traitement augmente naturellement. À partir de 2004-2005, l'augmentation de la capacité de calcul des processeurs ne se fait plus par l'augmentation de la fréquence, et donc la rapidité à laquelle les traitements sont faits, mais par l'augmentation du nombre de cœurs. C'est-à-dire que si je prends une application posée sur un processeur qui n'est pas multithread, enfin l'application n'est pas multithread en 2005, en 2008, les temps de traitement seront quasiment les mêmes. C'est ça la conséquence de cette chose. En 2007, c'est également l'apparition de ce qu'on appelle les GP-GPU, ces puissances de calcul phénoménales qu'il y a dans les cartes graphiques,
et qui servent aux gens à se tirer dessus virtuellement après leur journée de travail. On peut maintenant, et depuis 5 ans, on peut accéder à ces puissances de calcul pour faire du calcul numérique, éventuellement du calcul scientifique. Ce qu'on appelle les GPU, ça veut dire General Purpose Graphical Processing Unit. Il y a des API Java qui permettent d'utiliser les GPU, dont certaines vont être présentées, je crois, demain ou après-demain. Aujourd'hui, un processeur grand public, n'importe lequel, il a entre 2 et 8 cœurs, on peut dire. Sur les serveurs professionnels, Spark T3, 128 cœurs. Demain, on parle de plateformes dites exascale, plateforme exascale jusqu'à 1 million de nœuds. Chaque nœud va comporter jusqu'à 10 000 cœurs, c'est-à-dire une puissance de calcul absolument phénoménale. Aujourd'hui, ces plateformes exascale, elles sont encore en gestation dans les équipes de recherche, mais elles vont arriver un jour. Comment est-ce qu'on programme ces machines? Comment est-ce que cette puissance de calcul accède à sa mémoire, accède à son disque? Comment est-ce que les algorithmes vont pouvoir fonctionner sur ces architectures? Là, il y a encore besoin de pas mal de réflexions, de jus de crâne de chercheurs, pour pouvoir savoir comment tout ça va fonctionner. Si j'ai, je ne sais pas si la notion de MTBF vous parle, mais si j'ai un MTBF de 1 an sur un nœud, pensez bien que quand j'en ai 1 million, le MTBF, il chute beaucoup. Donc ça veut dire aussi que l'algorithmique doit être capable de s'adapter à des structures qui sont éventuellement en défaut. 2004-2005, c'est également l'arrivée de Java 5, la fin de Java 4, le début de Java 5, et l'arrivée d'une API particulièrement importante qui s'appelle Java Util Concurrente. Ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Cette API, c'est vraiment une nouvelle approche de la programmation concurrente. On ne va pas la voir en détail, mais je vais quand même voir quelques points les plus importants. C'est une API qui a été développée par un universitaire américain qui s'appelle Doubly, qui est disponible en Java 4 dans le package edu.oswego. Si jamais si vous faites toujours des applications Java 4, il y en a encore un qui fonctionne, et que vous voulez utiliser l'API Java Util concurrente, vous pouvez le faire en téléchargeant ce package. Elle introduit une nouvelle notion du multithreading, des nouvelles interfaces, des nouvelles classes, et une nouvelle approche globale du calcul multithread. Elle a été un peu améliorée en Java 6, elle a été considérablement enrichie en Java 7, mais elle est toujours là également, et la plupart de ces concepts sont toujours valides. Il y a un excellent livre que je vous montre ici, que je vous invite à lire. C'est un des livres d'informatique qui est lisible parce qu'il ne fait pas 700 pages comme pas mal, ceux-là on est sûr qu'on ne les lira jamais. Et même s'il a été écrit en 2007, il reste tout à fait d'actualité sur beaucoup de points. Quels sont les problèmes des traitements multithread? Le premier problème du traitement multithread, je suis désolé de le dire, mais c'est qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, les données qu'on a à traiter dans les applications ont des volumes qui augmentent, des volumes de plus en plus importants. Si les traitements qui sont appliqués à ces données ne sont pas capables de se paralléliser, ne sont pas capables de se multithreader, eh bien les volumes vont tellement augmenter qu'il faudra plus d'une journée pour traiter le volume de données générées en une seule journée de génération. Donc si je ne parallélise pas mes traitements, si je ne suis pas capable de les mettre en multithread, même si c'est sur plusieurs machines, forcément mes traitements vont exploser un jour ou l'autre. C'est absolument inéluctable. Deuxièmement, un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle le problème de data race, c'est un beau mot de la langue française, ou de race conditions, ce qui veut dire à peu près la même chose. Qu'est-ce que c'est que la data race? C'est en fait quelque chose de très simple, c'est 2 threads qui lisent et écrivent en même temps la même variable. Et j'ai mis en même temps, entre guillemets, parce que cette notion de en même temps, c'est pas la même entre 1995 et 2012. Cette notion de en même temps, cette notion de simultanéité, elle change. On va prendre un exemple très simple, un exemple un peu bateau, l'exemple du pattern de singleton. Je pense que le pattern de singleton, tout le monde doit le connaître. Il est assez simple, j'ai une classe qui est censée n'avoir qu'une seule instance. Donc je stocke cette instance dans une variable privée statique, je mets le constructeur privé, comme ça je suis sûr que personne ne peut la construire, et il n'y a qu'à l'intérieur de la classe qu'on peut construire cette classe par une méthode statique également, qui s'appelle getInstance. Voilà. Je teste si l'instance est nulle, c'est ce que je fais. Si l'instance est nulle, j'en crée une. Si elle n'est pas nulle, je le retourne, et si je l'ai créée, je la retourne également. Alors, le problème de ce pattern-là, je pense que tout le monde le sait également, c'est qu'il n'est pas ce qu'on appelle thread safe. C'est-à-dire que si j'ai 2 threads qui attaquent cette classe, ou 3, ou 5, ou 1000,
je risque d'avoir des problèmes. Le problème, c'est que je peux avoir un premier thread qui rentre dans le bloc de test, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis qui sont à chaque fois interrompus juste avant de créer cette variable instance. Et puis le processeur rend la main à ces threads, donc ils vont tous créer une variable instance. Et je vais me retrouver avec un singleton qui en fait aura 5 ou 6 instances grâce à ça. Alors, j'ai mis que c'était une catastrophe, c'est pas forcément une catastrophe. Si mon singleton est un service sans état, mon système va peut-être fonctionner, et je le verrai peut-être pas. C'est un bug, quand même, mais peut-être je le verrai pas. En revanche, si mon service a un état, si mon singleton a un état, là c'est catastrophique, parce que j'en ai 3, l'état est partagé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je fais quand je suis confronté à ce genre de problème ? Je vais voir le vieux monsieur, là, au bout de son couloir, celui qui programme jamais, qu'on appelle l'architecte. J'espère qu'il n'y a pas d'architecte dans la salle. Il y en a certainement. Et puis il me dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il suffit de synchroniser. Ah bah ok. Ah bah oui, pour synchroniser, il suffit de rajouter juste un mot-clé. Synchronized. Alors c'est pas compliqué de synchroniser. Et donc là, ça marche, effectivement. Là, ce pattern-là, il marche très très bien. Et puis quand je suis sur un processeur monocœur, c'est pas un problème vraiment d'avoir ça. Qu'est-ce qui se passe ? On va retourner au tableau. J'aime bien les tableaux. Les tableaux verts, pas les tableaux blancs. On va retourner au tableau, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ce bloc. Donc un bloc synchronisé, ça veut dire que seul un thread peut exécuter ce bloc à un instant donné. On va isoler le bloc, et puis on va prendre 3 threads en concurrence d'accès. T1, T2, T3. Le bloc est synchronisé, il n'y en a qu'un seul qui rentre, donc il y en a un qui va gagner, et puis les autres vont attendre. Qu'est-ce qui se passe sur un processeur monocœur ? T3 s'exécute, il rentre dans le bloc synchronisé, et puis le processeur, le système, décide qu'il a assez travaillé, il faut l'interrompre. Il s'interrompt, mais il est dans le bloc synchronisé. Le processeur, ou le système, va passer la main au thread T2, en l'occurrence. T2 va commencer à s'exécuter, puis va arriver à l'entrée de ce bloc synchronisé. Je suis en monocœur. Donc si je suis à l'entrée du bloc synchronisé, que le lock n'est pas disponible, je suis sûr de ne jamais pouvoir rentrer dans ce truc-là, parce qu'il n'y a que moi qui puisse m'exécuter à ce moment-là. Donc le processeur dégage T2 du processeur, de lui-même, et puis passe la main à T1. Il arrive la même mésaventure à T1, qui arrive à l'entrée du bloc synchronisé, puis qui ne peut pas aller plus loin. Donc le processeur le dégage également de son contexte, on rend la main à T3, T3 va finir de s'exécuter, va sortir du bloc synchronisé, va finir par être interrompu. À ce moment-là, T2 va pouvoir s'exécuter, rentrer dans le bloc synchronisé, puis continuer son bonhomme de chemin, puis T3 finira par y rentrer aussi. Le traitement fait par T3, c'est un traitement test plus instantiation, alors que le traitement réalisé par T1 et T2, c'est un traitement test. Ils ont trouvé que la variable n'était pas nulle, donc ils n'ont pas fait l'instanciation, ils ont juste fait une lecture. Cela dit, au niveau de l'exécution du code, comme de toute façon j'ai qu'un seul cœur et que toutes les actions sont sérialisées, j'ai un temps d'exécution qui ne va pas être tellement impacté par le fait que T1 et T2 ne pouvaient pas rentrer dans le bloc synchronisé en même temps. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 cœurs ? Si j'ai 2 cœurs, les choses sont un peu différentes. T3 rentre dans le bloc synchronisé, commence à s'exécuter, il a pris le lock, et puis il va finir par sortir du bloc, il va finir par rendre le lock. Le processeur a un deuxième cœur, donc il va prendre un deuxième thread et installer ce thread sur ce deuxième cœur. Donc T2 va également s'exécuter en même temps que T3. Sauf que T2, au moment où il va rentrer à l'entrée du bloc synchronisé, il arrête son exécution, il ne peut pas rentrer dedans. Alors comme la JVM est un peu maligne, là elle sait qu'elle n'a pas un cœur, elle sait qu'elle a 2 cœurs. Donc peut-être que sur l'autre cœur, il y a le thread de T3 qui possède le lock qui est en train de s'exécuter, et donc peut-être que ce lock va être libéré, naturellement. Donc plutôt que de retirer T2 tout de suite du processeur, il va attendre un petit peu, au cas où la libération du lock se ferait. Pourquoi ? Parce que le fait de retirer T2 du contexte de ce cœur et de prendre un autre thread, ça a un coût. Donc là, j'ai une espèce d'équilibre qui se fait entre le coût de switcher de contexte et puis le coût d'attendre un peu. Donc il décide d'attendre un peu. Il attend un peu, mais manque de bol, le thread T3 ne libère pas le lock tout de suite. Donc il finit par switcher le contexte, il passe la main à T1. T1 commence à s'exécuter et arrive à l'entrée du bloc synchronisé. Et puis il lui arrive la même chose, il attend un petit peu. Manque de chance, le lock n'est toujours pas disponible. Donc T1 passe dans une liste d'attente, en fait, et cesse son exécution. Manque de chance, j'ai que 3 threads sur
ce système. C'est un peu bizarre parce qu'en fait j'ai plein d'autres threads qui fonctionnent, ne fût-ce que pour le GC. Donc j'ai que 3 threads, donc pendant ce temps-là, ce deuxième cœur il fait rien, il attend. T3 finit par rendre le lock, à ce moment-là le système se rend compte de ça, il va prendre un thread T2, au hasard, ça aurait pu être T1, il commence à l'exécuter, puis T2 rentre dans le bloc synchronisé, constate que la variable instance est non nulle, donc il la lit et il la retourne. Mais comme il possède le lock, T1 ne peut pas fonctionner. C'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence d'accès à ce moment-là. Il y a juste, il veut juste lire la variable, et il pourrait très bien la lire en même temps que T2. Ça ne poserait pas de problème. Mais comme la lecture aussi est synchronisée, T1 est obligé d'attendre que T2 a fini cette lecture pour pouvoir s'exécuter. Vous voyez que là, l'impact sur les performances, il n'est pas du tout le même que quand j'étais sur un seul cœur. Là, du fait que les lectures ne peuvent se faire qu'à la queue leu-leu, je perds beaucoup plus de temps que dans le cas précédent, parce que sur un seul cœur, de toute façon, les lectures se faisaient à la queue leu-leu. Mais là, comme je suis sur 2 cœurs, elles se font à la queue leu-leu, alors qu'elles auraient pu se faire en parallèle. Elles auraient pu se faire en même temps. Le fait de synchroniser tout le bloc de code, quand je suis en monocœur, ça a un certain impact. Quand je suis en multicœur, cet impact, il est beaucoup plus important. Donc, entre 2004 et 2005, il se passe quelque chose au niveau de ce pattern-là. Ce pattern-là, il devient moins bon qu'il n'était, de ce fait. Alors, je retourne voir le vieux monsieur au bout du couloir, celui qui a fait beaucoup d'informatique et qui ne programme plus, parce que ça, c'est plus de son âge. Passé un certain âge, il ne faut plus programmer. Je vous le déconseille fortement. Je sais parce que moi je le fais. Donc. Le vieux monsieur vous dit, avant de rentrer dans le bloc synchronisé, il n'y a qu'à tester si cette instance, elle n'est pas déjà initialisée. Donc si cette instance est nulle, je la crée, mais je la crée de façon synchronisée. Alors comme j'ai toujours le problème de concurrence d'accès, en fait, je refais le test à l'intérieur du bloc synchronisé, ça c'est pas idiot. Et puis si l'instance est non nulle, je la retourne. Ça c'est un pattern qui porte un nom. C'est un pattern qui s'appelle le double check locking. Et le double check locking, si j'en parle, c'est parce que c'est un pattern qui ne marche pas. J'ai marqué en gros, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison qui est un petit peu subtile. Bon, on va voir les détails de cette raison un peu plus tard. La raison est vraiment subtile, elle a été donnée par Brian Goetz dans un blog, et il fallait quand même bien connaître le fonctionnement de la JVM pour détecter ça. La solution, c'est à Brian Goetz qu'on la doit également, à Josh Block. La solution, c'est celle-là. Si vous voulez faire des patterns singletons, faites une numération de lignes de code, et ça marchera très bien. Si vous avez un état à faire à votre instance, vous pouvez également le faire, parce qu'on peut passer des constructeurs aux objets d'énumération, ils peuvent avoir un état, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. On peut remercier Josh Block au passage. Je ne pense pas que Josh Block connaisse les Shadocks, pour un certain nombre de raisons. C'est dommage pour lui. Mais c'est comme ça. Il a écrit également un excellent livre en 2008, qui fait aussi partie des livres qu'on peut lire, avec beaucoup d'intérêt. Donc la solution à cette data race que j'ai sur mon objet singleton, celle que j'ai vue pour le moment, c'est synchroniser les accès. Je synchronise les accès en écriture, ceux-là, il faut les synchroniser. Je synchronise les accès en lecture, et là je suis sûr que je n'aurai pas de concurrence d'accès et de bugs de multithread au niveau de mes variables. Mais finalement, si le problème, c'est de se dire, le problème vient du fait que je modifie les variables en concurrence d'accès, la synchronisation règle la concurrence d'accès, mais j'ai ce deuxième mot, modification, au début de ma phrase. Est-ce que je peux concevoir des systèmes, est-ce que c'est possible de concevoir des systèmes dans lesquels je ne modifie pas les variables? Après tout, si je modifie jamais les variables, j'ai plus de problème de concurrence d'accès. Alors la réponse est oui. On va voir des exemples de systèmes qui fonctionnent comme ça tout à l'heure. C'est une approche qui est peut-être un peu déroutante au début, surtout quand on fait des applications sans vraiment se poser ce genre de questions, mais ça permet vraiment d'obtenir des performances très performantes, donc très bonnes. On va revenir un petit peu en détail sur ce qui se passe au moment de la synchronisation. Alors quand on fait du Java, on a une chance, c'est qu'on a une spécification du langage qui s'appelle la JLS, la Java Language Specification. C'est un peu une chance et une malchance, c'est une chance parce que ce document existe, la malchance c'est que c'est un document qui est assez indigeste à lire, qui est assez compliqué, et qui
qui est surtout réservé aux gens qui programment des compilateurs ou des JVM, à mon avis, plutôt qu'aux gens qui ont envie de vraiment comprendre comment le langage fonctionne. À l'intérieur de la JLS, il y a un morceau de choix au niveau de la complexité qui s'appelle le Java Memory Model. Quel est l'objet du Java Memory Model? Il est simple, c'est écrit en une ligne. C'est de définir la valeur de toute variable à un instant donné. Et le principe, c'est que toute lecture d'une variable doit retourner la dernière valeur écrite dans cette variable. Et là, on se dit, mais quand même, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire une JLS, un pavé épais comme ça, de trucs très indigestes et parfois très théoriques, juste pour dire que la lecture d'une variable doit retourner la dernière valeur écrite dans cette variable? Quand je suis en monothread, j'ai pas de problème. Je fais A égale 1, plus loin je lis A, je récupère 1. Quand je suis en multithread et en monocœur, j'ai pas trop de problèmes. J'ai écrit le trop entre guillemets parce qu'on peut en avoir quand même quelques-uns, mais les problèmes sont limités. Ça a quand même un impact sur le fonctionnement des compilateurs et des processeurs, parce que il y a 10 ans, on écrivait un code, il se compilait, et puis les instructions assembleurs correspondaient rigoureusement au code qu'on avait écrit. Aujourd'hui, les instructions assembleurs ne s'exécutent pas forcément dans l'ordre dans lequel on a écrit le code. Les compilateurs se permettent de réécrire le code que nous, on a écrit. Les compilateurs sont plus intelligents que nous, apparemment. C'est probablement vrai. Et les processeurs également, quand ils reçoivent le code compilé, ils peuvent se permettre de l'exécuter dans un ordre différent que celui dans lequel il a été écrit. Donc garantir que toute lecture doit retourner la dernière écriture, c'est une contrainte sur le fonctionnement des compilateurs et des processeurs. Mais quand je suis en multithread et en multicœur, là, la notion de dernière modification d'une valeur, ça c'est un vrai problème. Parce que, de la même façon qu'on parle dans cette salle et qu'on ne sait pas ce qui se dit dans la salle à côté, quand je suis sur un cœur et que je fais des traitements, je ne sais pas forcément ce qui se passe sur le cœur à côté. Et il peut s'y passer n'importe quoi. Est-ce qu'on applique ce principe systématiquement? La réponse est non, pour des raisons de performance. On applique ce principe sous contrainte. On dit en fait au processeur, au travers du langage, comment est-ce qu'on veut que ce principe soit appliqué. La JLS définit un graphe, alors on rentre un petit peu dans la théorie des trucs, dans lesquels, grosso modo, chaque nœud est soit une opération de lecture, soit une opération d'écriture. Et puis quand j'ai un graphe, j'ai des nœuds et j'ai des liens. Ce lien, c'est ce qui va définir la chronologie. Je sais, grâce à ce graphe, quand je suis capable d'établir ce graphe, je sais que telle écriture a eu lieu avant cette lecture, quel que soit le thread dans lequel je suis, quel que soit le cœur sur lequel je m'exécute. Et donc, dans la mesure où ce lien existe, le processeur, le langage, le compilateur, n'importe qui, doit s'arranger pour que ce principe, toute dernière écriture doit être reflétée dans la lecture, soit effectivement appliqué. Ce lien, il porte un nom, il s'appelle happens before. Je le cite en anglais parce que dans la Javadoc, notamment dans la Javadoc de Java Util Concurrent, il y a énormément de références à ce lien happens before. Vous trouverez très souvent, telle opération happens before telle autre. Et bon, que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Ce lien happens before, c'est en fait un lien qui définit la visibilité entre la modification d'une variable et sa lecture. Je vais un peu simplifier les choses pour pouvoir aller un peu vite. Il existe un lien happens before systématiquement entre toute écriture synchronisée et volatile et toute lecture synchronisée et volatile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déclare une variable comme étant volatile, à chaque fois qu'une écriture sur cette variable est faite, elle doit automatiquement être reflétée sur l'ensemble des threads qui utilisent cette variable, quel que soit le cœur sur lequel il s'exécute. Ça, c'est la spec. C'est le marbre. Pareil pour les lectures ou écritures synchronisées. Quand je sors d'un bloc synchronisé, toutes les variables qui ont été modifiées dans ce bloc doivent obligatoirement être visibles de tous les autres threads et de tous les autres cœurs. Si je prends ce code-là, très simple, j'ai une méthode qui incrémente et puis une méthode qui teste. Là, je n'ai pas de variable synchronisée, je n'ai pas de variable volatile, donc je n'ai pas de lien. Ce lien happens before, il n'existe pas. Donc si j'exécute ce code-là en concurrence d'accès sur deux cœurs différents, si je fais l'incrémentation sur un cœur et le test sur l'autre, le test ne marchera jamais parce que le test ne voit pas l'incrémentation de la variable. Ça fait des jolis bugs à corriger.
Surtout que c'est des bugs qu'on ne voyait pas sur les processeurs monocœurs en général. Et si je transforme cette variable en une variable volatile, à ce moment-là, ce lien existe. Si sur le cœur C1 de mon processeur, j'ai une incrémentation de cette variable, et une lecture de cette variable sur le cœur C2, nécessairement cette lecture, si elle a lieu après dans le temps, elle doit voir cette écriture. On va prendre un cas pathologique. Et ce cas pathologique va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que le double check locking ne fonctionne pas. Je prends un cas vraiment très simple, deux méthodes, concurrence d'accès, qui portent deux blocs synchronisés, et puis une instruction qui est posée avant dans la première méthode et après dans la deuxième méthode. Ces deux méthodes sont attaquées par deux threads T1, T2, éventuellement sur deux cœurs différents. Si c'est sur deux cœurs différents, ça risque de mieux mal marcher, on va dire. Premier cas, T1 prend le lock en premier. Première opération, x égale 1. T1, j'ai supposé que T1 avait pris le lock en premier, donc le x égale 1 a déjà eu lieu. Je rentre dans le bloc synchronisé, j'exécute y égale 1. T2 était en attente, il rentre dans le bloc synchronisé, il exécute R1 égale Y. Je sais que Y égale 1 parce que c'est une variable dont la modification a été synchronisée. J'ai le lien happens before qui existe, donc R1 prend bien la valeur de Y qui est 1. Et puis ensuite, j'exécute R2 égale X. Pareil, j'ai un lien happens before entre les deux blocs synchronisés, donc la lecture de la variable X passe bien dans R2. Deuxième cas de figure, c'est T2 qui prend le lock en premier. T2 prend le lock, donc je commence par exécuter R1 égale Y. Y n'a pas été initialisé, donc on va supposer qu'il a la valeur 0. C'est en principe comme ça que Java fonctionne. Et puis je sais qu'après, c'est le bloc synchronisé de la deuxième méthode qui est exécuté. Qu'est-ce que je sais sur l'exécution de x égale 1 et R2 égale x? Là, ce lien happens before, il n'existe pas. Je sais juste que x égale 1 a lieu avant le bloc synchronisé de la méthode exécutée par T1, et que R2 égale X a lieu après l'exécution de la méthode synchronisée du thread T2. Mais je n'ai pas de relation, je ne sais pas si l'un ou l'autre va s'exécuter avant l'autre. Ce lien happens before n'existe pas entre Y égale 1 et R2 égale X. Et donc, à l'issue de l'exécution de ce code très simple, je ne peux pas dire si R2 vaudra 0 ou si R2 vaudra 1. Je ne peux pas prévoir ça. Alors ça, avoir des programmes dont on ne peut pas prévoir la sortie, quand c'est à ce niveau-là, c'est quand même un petit peu embêtant. Je pense qu'on va pouvoir ranger ça dans la catégorie des bugs. Et c'est ce qui se passe dans le pattern singleton. Le pattern singleton, la lecture de l'instance n'est pas synchronisée. Et comme elle n'est pas synchronisée, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle a lieu par rapport à l'écriture de instance quand j'écris instance égale new singleton. Et c'est même pire que ça. Je peux récupérer un pointeur nul dans instance. Ok, ça c'est le cas pas trop grave. Je peux récupérer un pointeur non nul avec l'objet singleton correctement construit. Ça c'est un cas qui n'est pas trop grave non plus. Mais un cas plus grave, c'est que je peux aussi récupérer un pointeur instance qui pointe vers singleton alors que le constructeur de singleton n'a pas fini de s'exécuter. Et donc je publie un pointeur vers un objet qui n'est pas encore fini de construire. Alors ce n'est pas un cas que je vais observer en permanence, mais si je le fais avec un débugger, ça je le vois très bien. Je m'arrête à un endroit, je continue à l'autre, et je vais voir que ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment un cas pathologique, et ça, c'est vraiment des bugs qui sont difficiles à détecter. Mais le gars, le vieux monsieur au bout du couloir, il a la solution. Il suffit de passer l'instance volatile. Auquel cas, ça devient une lecture volatile qui est synchronisée, j'ai mon lien post before, je suis content, et j'ai plus de problème. Sauf que la lecture volatile, en termes de performance, entre une lecture volatile et une lecture synchronisée, on va le voir dans un instant, la différence, elle est franchement pas terrible. Et on retombe à peu près dans les performances de la méthode entièrement synchronisée. Encore une fois, la bonne méthode, c'est de faire une énumération. Donc voilà pourquoi le double check locking ne fonctionne pas. Je vous ai déjà un peu parlé du processeur, de cette notion de cœur, etc. Je voudrais rentrer un petit peu dans les détails de ce point. Je ne vais pas vous parler du processeur forcément le plus récent. Intel change d'architecture de processeur tous les 2 ans. Là, on est sous le règne de Sandy Bridge, si je ne me trompe pas. Donc NeHaLem, c'est une architecture un petit peu plus ancienne, et c'est sur cette architecture que je vais me fonder. On va supposer qu'on a un processeur de type NeHaLem, donc un i3, un i5 ou un i7,
à 4 cœurs. Il y a plusieurs versions. 4 cœurs séparés, donc 4 cœurs c'est vraiment 4 unités de calcul dans lesquelles je peux faire des additions, des multiplications, ce genre de choses. Ces 4 cœurs sont associés à 3 niveaux de cache. L1, L2, propre à chaque cœur, et puis un cache L3 qui est commun à l'ensemble des 3 cœurs. Au niveau de la taille, le cache L1 il a une structure qui rappelle un peu celle des machines SIMD, c'est-à-dire qu'il a 32K pour stocker des instructions, 32K pour stocker des données. 32K, c'est pas beaucoup, un serveur, c'est des gigas de mémoire que ça, c'est juste 32K. Le cache L2 fait 256K, et le cache L3 fait 8 mégas. Alors ce cache L3 de 8 mégas, en fait, il n'y a que 7 mégas d'utilisé parce que le contenu de tous les caches L1 et L2, pour des raisons de performance, est recopié dans L3, ça permet de savoir L3 ce qu'il a dans ses sous-caches. Quelle est la conséquence sur l'exécution du code de ce genre de choses? Je vais reprendre encore un exemple très simple, une méthode synchronisée avec un lock, et puis à l'intérieur de mon bloc synchronisé, j'incrémente un index. Et puis je l'attaque en concurrence d'accès. Toujours mes 3 copains, les threads T1, T2, T3, qui vont s'installer gentiment chacun sur leur propre cœur, et puis ils vont charger la variable index, chacun dans le cache L1 de ce cœur. Donc ma variable index, elle est stockée physiquement dans le processeur dans 3 endroits différents. C'est toujours le thread T3 qui gagne. C'est lui qui exécute le truc le premier. Donc ça veut dire que le thread T3 va augmenter la variable index, mais physiquement dans son propre cache L1. Peut-être même dans ses registres. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, quand je vais sortir du bloc synchronisé, il va falloir que je trouve le moyen de signaler à T1 et T2, attention, la variable index, elle a changé de valeur, il faut mettre à jour la valeur de ces trucs-là. Si T1 et T2 doivent l'incrémenter également, passer de 3 à 4, il vaut mieux qu'ils aient la bonne valeur, sinon ils vont tourner dans le vide. La seule façon dont cette publication de changement de valeur peut se faire sur une architecture comme celle-là, c'est de passer par le cache L3, au minimum. Ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité. La visibilité, c'est ça. C'est-à-dire que je modifie une variable volatile ou synchronisée dans un cœur, et je veux que cette modification soit visible dans les autres cœurs de mon processeur. Comment est-ce que ça marche? Ça marche par un mécanisme qu'on appelle la barrière de mémoire. Je pense que ça a été choisi en hommage à un chanteur des années 70, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est ce qu'on appelle la barrière de mémoire. Traverser une barrière de mémoire, c'est ça que ça veut dire. Une barrière de mémoire, c'est en fait une instruction assembleur que les processeurs exécutent et qui permettent de faire cette publication. Je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement, l'idée c'est celle-là. C'est juste une instruction assembleur. Cette instruction assembleur, elle a un coût. Je reprends l'architecture de mes processeurs. Si je regarde les temps d'accès des processeurs à chacun des caches, ça c'est pour les processeurs à 3 Go, il faut 4 cycles, donc 4 coups d'horloge, à chaque heure pour accéder à son cache L1. Ça se fait en 1 nanoseconde. Il en faut 10 cycles, donc 3 nanosecondes pour accéder à L2. Et il faut 15 nanosecondes, à peu près 45 cycles, mais ce n'est pas la même horloge de synchronisation, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis le nombre de cycles. À peu près 15 nanosecondes pour accéder au cache L3. Donc, si j'ai besoin de publier une variable d'un cache L1 vers un autre, je vais payer, grosso modo, une trentaine de nanosecondes. Donc un facteur 30 sur l'exécution de mon code, si ce code qui tourne à vitesse maximale peut fonctionner uniquement dans mon cache L1. J'ai également, sur ce genre d'architecture, je peux avoir plusieurs processeurs sur la même carte mère. Si c'est le cas, ils sont reliés par un bus qui s'appelle le bus QPI, qui lui permet des accès à 20 nanosecondes, donc encore un petit peu plus long. Et la mémoire, j'y accède à 80 nanosecondes. Alors 80 nanosecondes, ça peut paraître très rapide, mais c'est à rapprocher de la nanoseconde dont j'ai besoin pour accéder aux données dans mon cache L1. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire immédiatement une optimisation. Chaque processeur dispose de 32 K de code exécutable et de 32 K de mémoire, de données, pour pouvoir s'exécuter. Si je réussis à écrire un code qui n'ait pas de variable volatile, qui n'ait pas de point de synchronisation, dont le code applicatif fait 32 K et dont les données font 32 K, je vais pouvoir faire tourner ce code à une vitesse réelle
qui est quasiment la vitesse max du processeur. 32K, il n'y a pas si longtemps, on faisait des ordinateurs complets avec ça. Là, ils ne tournaient pas à 1 giga. Hein. Il y en a qui s'en rappellent. Ça va, je ne suis pas tout seul. Donc là c'est le premier point d'optimisation. Si je réussis à faire ça, par rapport à un accès de mémoire, déjà, sans rien faire, je gagne un facteur 80. Un facteur 80, pour gagner ça sur une application, il faut commencer à réfléchir un peu, à toucher un peu quand même. Là, c'est gratuit. C'est juste une question d'organisation de mon code. On va s'intéresser au transfert avec ce cache L3. Parce que là aussi, on a des points d'optimisation qu'on peut exploiter. Le cache L3, il n'est pas structuré n'importe comment, sur le NLM. Ce sont des lignes. Le cache L3, c'est un ensemble de lignes. Chaque ligne fait 8 longues, 64 octets. Ça veut dire que les échanges entre le cache L3 et la mémoire se font par paquet de 64 octets. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'inspire immédiatement un point d'optimisation. Si je travaille sur des tableaux, des Eurelistes, ben je gagne un facteur 8 sur le fait de charger ces tableaux dans mon cache L3 par rapport au fait de travailler avec une liste chaînée. Si j'ai une liste chaînée, je ne peux pas prévoir où les données sont rangées dans la mémoire. Elles peuvent être n'importe où et elles vont certainement être éparpillées. Si je travaille avec des données qui sont stockées dans des zones contiguës de la mémoire, je peux les charger 8 fois plus vite que si j'ai besoin de les charger une par une. J'ai encore un facteur 8 à gagner juste en travaillant avec les bonnes structures de données. Cette structure du cache L3, du cache L3, elle comporte également un piège. Et ce piège, c'est que dans la mesure où je charge les données en provenance de ma mémoire par paquet de 8 longues, ça veut dire que je charge, si j'ai besoin d'une donnée qui fait juste un long, en fait, je vais en charger 7 autres. On va reprendre un petit exemple. Je suppose que j'ai un objet avec 2 champs, I1 et I2, peu importe leur rôle, qui se trouvent dans des zones donc contiguës de la mémoire, parce qu'ils sont dans le même objet, ils ont toutes les chances d'être stockés côte à côte. J'ai un premier thread T1, là j'en ai pris que 2 dans cet exemple, j'ai un premier thread T1 qui lui travaille avec I1. Et puis j'ai un deuxième thread, T2, qui lui travaille avec I2. T1 va aller s'installer gentiment sur le premier cœur, T2 va lui se mettre sur le deuxième. T1 va demander I1, donc I1 va être recopié dans son cache L1, puis T2 va demander I2, donc I2 va être recopié dans son cache L2. L1. Sauf que j'ai un petit cadeau bonus, c'est qu'avec I1, j'ai I2 qui vient. C'est la même ligne, ils sont à côté. Et avec I2, j'ai aussi I1 qui vient. Là, les choses sont réciproques. Donc je me retrouve dans cette situation-là. Première opération, je pense que vous voyez où je veux en venir. Sur C1, je fais une opération de write, une modification, sur la variable que C1 utilise, I1. Qu'est-ce qui se passe au niveau de C2 ? Mécanisme de synchronisation, de volatilité se met en place. C2, la variable I1 a été modifiée. C2, il s'en fiche, travaille avec I2. Sauf que I1 et I2 sont physiquement liés du fait qu'elles sont dans la même ligne du cache. Et c'est cette ligne qui va être invalidée. Quand C2 va falloir faire une opération de lecture sur I2, le cache va lui répondre « Ah bah oui, mais cette ligne-là, elle est invalidée, il faut que j'aille la chercher dans le cache L3. » Boum, facteur 15. Vous voyez que si je ne prends pas garde, si je range mes variables un peu n'importe comment, enfin n'importe comment, non, si je range mes variables sans faire attention dans mes objets, elles vont partager des zones contiguës de la mémoire. Là, au niveau de mon code, j'ai aucune concurrence d'accès. J'ai pas des threads qui se marchent sur les pieds, j'ai besoin de rien, j'ai tout bien fait. J'ai des méthodes qui travaillent avec I1 qui sont exécutées par certains threads, des méthodes qui travaillent avec I2 qui sont exécutées par d'autres threads. Mais malgré tout, je paie la pénalité de la synchronisation du fait que I1 et I2 sont rangés dans la même ligne du cache. C'est ce qu'on appelle le cache miss, c'est-à-dire que je vais lire mon cache L1, ben non, c'est pas la bonne valeur, donc il faut que je retourne vers L3 pour avoir la bonne valeur. Ça, c'est une technique qui a été utilisée dans un framework open source dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Disruptor, qui est développé par la société Lmax. On peut contrer ce genre de choses en utilisant ce qu'on appelle le variable padding. Alors, dans le Lmax, on trouve un morceau de code de choix, vraiment très, très beau. Quand on voit ce genre de choses, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se créent 7 longues
qu'ils n'utilisent jamais, pour rien. Et puis au milieu des 7 longues, il y a value, initial cursor value. Ça, c'est le curseur de ce fameux ring buffer hein, qui est stocké là. Et puis encore 7 longues auxquelles ils ne touchent jamais. Et puis de temps en temps, il y a un sum padding to prevent optimisation. On fait la somme de tout ce truc-là, puis c'est ça qu'on retourne. Et puis il y a un set padding value, et puis le set padding value, je padd la valeur pour ça. Ce code-là a été écrit pour éviter le problème de la contiguïté de ce genre de choses. Et les performances, le gain en performance annoncé par l'équipe de LMAX est tout à fait important sur ce truc-là. Il correspond en fait au fait que je n'ai pas besoin de faire des allers-retours avec le L3 à chaque fois que j'ai besoin d'aller lire cette valeur, qui est tout à fait cruciale parce que c'est l'index qui me donne la valeur que je dois lire sur le ring buffer. Donc c'est vraiment le truc à optimiser. Donc ce genre de choses, ça existe. Ça mène à l'écriture de ce genre de code dont on se demande vraiment ce que c'est, mais ce genre de code, il est diablement efficace une fois qu'on l'exécute sur ce genre de processeur. Moralité, quand on veut écrire du code vraiment efficace sur des processeurs, il faut prendre en compte le processeur. Le processeur, ça reste quand même l'élément central dans un ordinateur, et pas que dans un ordinateur, dans un téléphone portable aussi. Heureusement ou malheureusement, ça c'est une autre question. Le fait de prendre en compte la façon dont fonctionne ce processeur, ça permet vraiment de gagner des gains, enfin de faire des gains en performance absolument énormes. Le problème, c'est que, premièrement, c'est délicat à utiliser, parce que bon, il faut se palucher quand même la doc d'une ELM, ce genre de choses, c'est pareil, c'est un peu comme la JLS, hein, c'est quand même assez indigeste. Et puis ça rend le code dépendant de la machine. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a créé Java, qui en ce moment fait plutôt naviguer des bateaux automatiques entre la Californie et les îles de Hawaï, qui doit avoir les oreilles qui lui sifflent un petit peu. Quoi, Java? Dépendant de la machine? Mais non, 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 Java au contraire, on est indépendant de la machine. J'ai écrit une fois et je m'exécute partout. Eh oui, c'était le slogan initial, ça l'est toujours. Si je suis obligé de faire ça, je peux quand même me poser une autre question. On va supposer que le langage est bien fait, que les API aussi, on va faire confiance à les gens qui les écrivent. Peut-être la question que je peux me poser, c'est le langage est-il prêt pour ce genre d'optimisation? Et probablement la réponse, à cette question, probablement la réponse est non. Le langage n'est pas tout à fait prêt pour ce genre de choses. En Java 7, on a des améliorations. En Java 8, on va en avoir d'autres, beaucoup plus importantes, et qui vont, à mon avis, améliorer le caractère prêt, justement, du langage à exploiter les nouvelles capacités des processeurs.